On enchaîne avec la notion du reste d'une série. La notion du reste, donc on appelle reste d'une série convergente. Lorsque la série est convergente, Sn sa somme partielle et S sa somme totale, le reste ça va être tout simplement, donc définition du reste, ça va être tout simplement S moins Sn, la somme totale moins la somme partielle d'ordre n. Donc vous le voyez, donc ça c'est le reste d'une série. Donc sa définition, ça c'est le Rn. Et là c'est lorsque votre série converge. Hein. C'est pour avoir le droit de parler de S somme totale, Sn, etc. Donc finalement vous pouvez le voir, toujours si j'ai une série convergente, là j'ai S0, bon U0, là c'est S0, S0 c'est U0, donc U0, U1, etc. etc. Comme d'habitude, ça c'est Sn, U0, U1, U2, etc. jusqu'à Un. Et finalement, puisque ça converge, vous aurez votre somme S. Donc finalement, si vous dressez ça, vous avez S, et ici vous avez Sn, S1. Si vous voyez ça, vous voyez comme ça, très bien. Et là, vous allez avoir un truc qui sépare S à S0. Ça, c'est le reste R0. Et là, vous avez votre R1, c'est-à-dire, c'est le truc qui sépare S1 à S. Finalement, à chaque étape, vous aurez un reste qui sépare Sn à S, jusqu'à la fin. Donc finalement, vous ne pouvez pas dire ici c'est R infini. Mais finalement, c'est la limite des Rn. Déjà, c'est indiqué dans la proposition juste après. C'est un truc évident. Vous allez trouver directement que ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Bien sûr, parce que Sn tend vers S. Donc là, c'est évident. Et vous le voyez comme ça. Ce sont les restes. Vous n'allez pas croire que le S, il est en train de s'agrandir et les Rn sont en train de décroître. Hein, parce que là, on ne sait pas qu'est-ce que c'est en train de sommer. Donc là, j'ai dit, on ne va pas croire que c'est en train de décroître, parce qu'on ne sait pas la somme, elle somme quoi, finalement. Mais si ça converge, voilà, vous allez obtenir un truc comme ça, et votre Rn, ça tend vers 0. Très bien, ça c'est appelé le reste. Donc vous pouvez le noter comme ça, puisque ça va être, vous pouvez manipuler vos sommes quand vous le voulez. Donc là, c'est la somme totale S, ce n'est autre que, disons, k allant de n, de 0, je m'excuse, ou de p, c'est-à-dire vous avez un premier indice p, jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est S. Des UK. Moins Sn, c'est K allant de P à N des UK. Les mêmes UK. Et là, en faisant la soustraction, c'est somme K allant. Ça va être K allant de quoi vers quoi? C'est K allant de N plus 1 des UK. Bien sûr. Et ça va être le Rn aussi. Donc le Rn, comme c'est écrit ici, on peut l'écrire comme ça. On peut le définir même comme ça. Et ça va être quoi si vous le lisez comme ça avec un autre... disons un autre point de vue, c'est-à-dire si vous le voyez autrement, c'est en fait, c'est la série des UK commençant par n plus 1 et ça c'est sa somme totale. C'est comme si c'est la somme totale des UK commençant par n plus 1 pour un n fixé. Si vous fixez un n, ce que vous avez écrit ici, c'est comme si c'est la somme totale des UK commençant par le n plus 1. Et ça va être le reste Rn pour n fixé. Donc vous le voyez comme ça, vous pouvez le voir comme ça. Parce que ça, c'est une somme totale d'une autre série. C'est la série des mêmes UK, mais commençons par le terme fixé, par le rang fixé, n plus 1. Très bien. Donc ces deux écritures-là vont désigner le reste pour une série convergente. Très bien. Et comme conséquence immédiate, on a dit le reste d'une série convergente va absolument tendre vers 0. Donc voilà, exemple, si vous allez voir par exemple le reste de la série géométrique, on va le voir. Donc, exemple, votre série géométrique, elle converge du moment où module de Q est inférieur strictement à 1. Donc, et le reste, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 1 moins la somme de 0 à n. C'est pas 1, c'est 1 sur 1 moins Q, c'est-à-dire la somme totale moins la somme de 0 à n des Q puissance K. Mais finalement, ça va être ça. Donc ça, c'est la série. Si vous allez calculer le reste, Rn, c'est 1 sur 1 moins Q, moins somme de 0 à n des Q puissance K. Et là, ça va être la somme de n plus 1 à plus infini. Mais finalement, ça va être Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q.
Vous pouvez le voir, trouver comme ça. Donc, très bien, c'est-à-dire vous pouvez l'écrire de deux façons. Somme des q puissance k de n plus 1 à l'infini. Et là, vous pouvez faire les changements, c'est-à-dire on fait sortir q puissance n plus 1 en facteur, etc. Donc, vous pouvez le voir par les deux méthodes qui sont écrites ici. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez manipuler vos sommes comme vous le voulez. Ou bien calculer avec les différences comme ça, ou bien calculer avec cette écriture-là, et finalement, vous allez trouver toujours le même résultat. Donc, un autre exemple, on va montrer que la série de termes général moins 1 puissance n moins 1 sur n, pour n dans n étoiles, est convergente, et on va exprimer son reste Rn. Là, on va utiliser la notion de reste, même sans le dire. Donc, on ne va pas appeler reste, parce que pour appeler, pour mettre la notation Rn, le reste Rn, on doit avoir une série convergente. Donc déjà, au préalable, on doit montrer qu'elle converge. Mais nous, notre but, c'est montrer qu'elle converge. Donc on va utiliser la notion sans utiliser la terminologie reste. C'est-à-dire, si j'écris Sn, ma série Sn, ça va être les sigma U puissance k, U indice k, je m'excuse, U indice k, k allant de 1 à n, et qui va être, c'est la somme des moins 1 puissance k moins 1 sur k, k allant de 1 à n. Et là, je vous le dis, ce qu'on va faire maintenant, c'est une technique connue. Donc là, vous allez dire, lorsque je l'écris maintenant, mais comment je vais avoir l'idée? Et là, c'est sorcier de penser comme ça. Non, ça, c'est un truc classique, c'est-à-dire vous allez le voir et vous allez être habitué à le faire. Maintenant, vous le voyez pour la première fois, mais après, vous allez habituer à le faire. Dès que vous voyez une somme, là où il y a un truc comme ici 1 sur k, là, vous allez penser à écrire 1 sur k comme une intégrale. Intégrale de 0 à 1 de t à la puissance k moins 1. Oui, bien sûr, 1 sur k, une des méthodes les plus faciles pour l'écrire sous forme intégrale, c'est de l'écrire sous la forme de l'intégrale de 0 à 1 t à la puissance k moins 1. Pourquoi l'écrire sous cette forme intégrale, spécialement sous cette forme? Parce que finalement, dans la somme, on va avoir un truc géométrique, ce qu'on aime bien parce qu'on peut l'expliciter. C'est-à-dire, on peut se débarrasser du signe somme. Déjà, un des buts lorsqu'on traite une somme, c'est de se débarrasser de ce signe. Ce signe est très gênant, il est très accablant lorsqu'on est en train d'étudier la série. C'est-à-dire dans la somme partielle, si on arrive à se débarrasser de ce signe, et là, on estime qu'on a fait un truc grandiose lorsqu'on se débarrasse d'un tel signe, du signe sigma de la somme. Donc, une telle écriture pourrait nous débarrasser. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu écris Sn, après avoir écrit cette écriture intégrale, j'ai dit, ça c'est pas sorcier, ça c'est un truc classique, vous allez être habitué. Vous le voyez maintenant pour la première fois, vous allez l'apprendre et vous allez refaire dès que l'occasion se présente. Dans quel but? Parce que vous avez une somme, vous avez 1 sur k qui peut s'écrire comme une intégrale comme ça et qui peut vous ramener à cette écriture. C'est la somme k allant de 1 à n de quoi? Moins 1 à la puissance k moins 1 fois l'intégrale. Mais bien sûr, c'est une somme finie. Avec l'intégrale, ça devient intégrale de la somme. Et tout le monde peut entrer, ce sont des constantes. Et ça devient la somme k allant de 1 à n de qui? De moins 1, moins t, disons, k moins 1 dt. Donc, vous avez l'intégrale d'une somme. Très bien. Cette somme-là est calculable. C'est une somme géométrique de raison moins t. Vous pouvez changer votre indice et ça devient de 0 à n moins 1. Pas important. L'essentiel, donc, vous allez avoir intégrale de 0 à 1. De quoi? De 1. Donc, ici sur 1 plus t. Et ici sur, c'est moins t puissance nombre de termes. Là, ça va être n. Donc, nombre de termes, c'est n. Donc, et premier terme ici, c'est 1. Donc là, vous ne voyez pas le premier terme parce que le premier terme, c'est 1. Donc, très bien. Et n terme, dt. Très bien. Donc, là, vous avez alors cette écriture. Vous allez penser à faire ça. Et là aussi, ce sont des trucs classiques. Ici, on est en train de vous apprendre des passages classiques pour traiter un type de somme. Dès que vous avez ça, dans votre somme partielle Sn, vous allez essayer de séparer ce qui vous semble être la somme totale et de laisser ce qui vous semble après être le reste. Ici, on va parier
On va deviner, c'est-à-dire, on va parier que ça va être le reste. Mais je ne vais pas l'appeler reste, parce que pour l'appeler reste de la suite, de la série doit déjà converger. Mais ce que je suis en train de démontrer, c'est sa convergence. Donc, je vais isoler cette quantité-là, qui est une quantité finie. Déjà, je fais le calcul, c'est log. Donc, c'est log de 2, carrément. Donc, c'est log de 2. Là, je fais le calcul, c'est log de 2. Et après, je prends ce truc-là, j'essaie de montrer qu'il tend vers 0. Là, j'estime qu'il tend vers 0. Même s'il tend vers un autre truc fini, on pourrait alors prendre la limite finie et la coller avec la partie finie et montrer que ce qui reste, qui va être le reste, tend vers 0. Là, je vais prendre ça, je ne vais pas l'appeler Rn. Je vais juste le prendre et montrer qu'il tend vers 0. Lorsque vous avez une intégrale comme ça, et vous avez n à l'intérieur, et vous allez montrer que ça tend vers 0. Un truc immédiat, c'est de la mettre dans sa valeur absolue, pour essayer de montrer que ça tend vers 0. Un réflexe, c'est de garder le n ici. Vous pouvez ici vous débarrasser de ça, parce que déjà vous voyez le 1 sur 1 plus t, lorsque t est entre 0 et 1, il est lui aussi supérieur à 0, même strict, et inférieur à 1. Là, car t est positif. Car t, il est entre 0 et 1. Il est positif. Parce que t est positif, là, ça donne que c'est inférieur à 1. Donc là, vous pouvez alors majorer par inégalité de la moyenne. Donc 1 sur 1 plus t est inférieur à 1. Bon, c'est pas son sup. Je ne prends pas le sup. Je pourrais prendre le sup parce que pour t égale à 0, c'est le sup. Mais même, je prends un majorant. Je majore par un majorant fois 1 fois. Donc, et là, je fais entrer la valeur absolue. Parce que lorsque je majore, je dois faire entrer la valeur absolue. On l'a bien dit lorsqu'on a parlé de cette inégalité. Je fais un rappel ici. Intégrale de f fois g. Et là, vous faites inférieur. Si votre f est inférieur à m, vous faites inférieur à m fois intégrale module de g. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas module à l'extérieur. Intégrale module de intégrale f fois g. Si module de f est inférieur à m, ça devient inférieur à m. Voilà. Et il vous reste intégrale module de g. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas ça. Le module doit entrer. Ici, ça ne pose pas problème parce que finalement, en valeur absolue, et là, ça y est, ça donne t puissance n dt. Mais je vous donne le conseil pour plus tard. Donc, et ça se calcule. C'est directement t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, vous le calculez, vous trouvez, c'est 1 sur n plus 1. Vous le calculez, vous trouvez directement le 1 sur n plus 1. Très bien. Et là, ça tend vers 0. Et c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Donc, finalement, ça tend vers 0. Et c'est ce qui est, bien sûr, vous avez le corrigé détaillé. Vous avez le corrigé détaillé. Donc, et vous avez alors finalement que votre Sn tend vers log de 2 et que exactement, ça c'est le reste. Et là, on l'a bien deviné. Exactement, ça c'est le reste. Parce que S moins Sn, ça va être exactement ça. Mais là, on l'a deviné avant de montrer la convergence. Donc, vous allez dire, implique sigma, celui-là, converge, et sa somme totale n'est autre que log de 2. Là, je pourrais changer d'indice pour parler du reste. Je pourrais laisser en indice K, et pour infixer, Rn est égal exactement ça, cette intégrale. Ça, c'est votre reste. Le reste de la série, c'est exactement ça. Le reste d'ordre n. Très bien. Très bien. Voilà. Ça, c'est votre reste de la série. Donc, un autre exercice, un autre exemple, dans lequel on utilise la même notion, c'est d'utiliser le reste avant même de le dire. Donc, une autre notion, un autre exercice pour utiliser ce type de réflexion. Donc, exercice 1, 5, 1. Et là, on vous dit pour x entre moins 1 et 1, intervalle réel, x réel, entre moins 1 et 1 ouvert, étudier la nature des séries sigma n xn-1 et sigma nn-1 xn-2.
Et puis, on vous donne des exemples pratiques. Étudiez les séries sigma n2 à la puissance moins n, sigma n carré exponentielle moins n. Donc, des exemples pratiques. Je commence par cet exemple-là. Somme n allant de 1 à... n commençant de 1 de la série nxn-1. Donc, finalement, ça vous rappelle quoi? Lorsque vous voyez nxn-1, directement, ça nous rappelle la dérivée de x puissance n. Donc, si on note... Donc, dans la solution, comme vous le voyez, c'est écrit devant vous. Si on note le sigma x puissance k, on va le noter polynôme, qui est n de x. Si on le note comme ça, sa dérivée, c'est un polynôme en variable réelle x. Sa dérivée, immédiatement, ça va être ça. K, xk moins 1. Bien sûr, vous voyez que sa dérivée commence par 1. Bien sûr, parce que tout simplement, en 0, c'est x puissance 0 qui donne 1. En dérivant, ça donne 0. Donc, ça donnera la somme k allant de 1 à n de kxk moins 1. Donc là, on obtient la somme partielle, Sn, si vous voulez, de ça. Si on l'appelle Sn, cette somme partielle. On obtient exactement la somme partielle. Donc finalement, Pn', c'est exactement la somme partielle Sn. Et vous pouvez même la noter Sn de x, si vous voulez, parce que x varie. Bon, si vous variez x, ça devient une fonction de x. Mais finalement, c'est pour x fixé. Pour chaque x fixé, c'est la somme partielle Sn. L'essentiel que la somme partielle Sn, elle s'écrit comme Pn'. Comme Pn'. Donc très bien. Et là, vous savez que votre Pn est égal aussi, vous le voyez comme ça, mais c'est égal aussi, c'est une somme géométrique. Donc c'est aussi égal à 1 moins x raison x puissance nombre de termes, sur 1 moins x. Donc vous avez que Pnx qui s'écrit comme ça, mais s'écrit aussi comme ça. Donc il a deux écritures, ce Pn-là. Ce polynôme Pn, il a deux écritures. Donc en l'écrivant comme ça, Pn', vous pouvez même l'écrire autrement, en dérivant cette expression. Ça, ce sont des égalités. On n'est pas passé à la limite. Il n'y a pas de limite ici. Il y a juste des écritures, des égalités. Donc Pn', puisqu'il s'écrit comme ça, vous pouvez écrire aussi et vous dérivez ça. Donc en dérivant, vous obtenez. Donc ici, vous obtenez moins n plus 1 xn, donc fois ce qui reste à moins x. Et puis, moins, le 1 moins x, vous le dérivez, ça vous donne un plus. Et puis, ça vous donne 1 moins xn plus 1, voilà, sur, bien sûr, 1 moins x carré. Mais là, c'est votre Sn. Alors, le Sn de x est exactement égal à ça. C'est égal carrément à ça. Donc, votre Sn qui est égal à ça, vous allez isoler ce qui vous semble être la somme totale et vous allez isoler aussi ce qui vous semble être le reste. On ne va pas l'appeler reste pour le moment. Comme on a fait dans l'exemple précédent, on l'appelle pas reste, donc on reste juste, on utilise juste la façon, c'est-à-dire la façon de penser, donc en isolant ce qui nous semble, ce qui est en fait constant, et en laissant ce qui est variable, qui contient n, en espérant de montrer qu'il tend vers 0. Et ça va être le reste finalement. Donc j'ai le 1 sur 1 moins x carré. Donc vous le voyez ici, hein, je l'ai obtenu ici, c'est 1 sur 1 moins x carré. Puis tout le monde, il contient n. Donc je vais l'isoler. Tous les autres, ils contiennent n. Donc il y a un signe moins qui s'affiche ici, donc je le mets en facteur. Déjà, ça m'aide pour trouver le reste. Xn plus 1 plus n plus 1 xn fois 1 moins x. C'est comme ça. Tout sur 1 moins x carré. Voilà. Et là, ça va être le reste. On va donc prévoir, ça va être le reste. Je vais aller chercher sa limite. Donc, x appartient à moins 1, 1. Ici, limite est connue. Xn plus 1 tend vers 0. Lorsque n tend vers plus infini. Donc là, il faut désigner, on fait limite par rapport à quoi? Parce qu'ici, on ne fait pas des limites par rapport à x, vous voyez. Ce sont des limites pour n. Hein. Donc très bien. Et puis, j'ai un problème de n plus 1 fois x puissance n. C'est pas vraiment un problème, on va le résoudre. Mais juste, j'ai ça, parce que finalement, ici, ça ne dépend pas de n. Hein. Donc, je n'ai que ça que je dois calculer. On doit calculer la limite n plus 1 x puissance n. Donc, on a des informations. Je rappelle donc cette comparaison des suites de référence lorsqu'on a dit que tous les logs seront négligeables devant toutes les puissances, pour des puissances positives ici, pour dominer le log, qui seront négligeables devant toutes les géométriques de raison supérieure à 1,
Ici, vous pouvez la mettre en valeur absolue. Hein. Et puis, qui seront négligeables devant le factoriel, qui seront négligeables devant n puissance n. Donc là, c'est très bien. Vous voyez alors que les géométriques de raison supérieure à n sont, donc dominent les polynômes. Et là, on pourrait dire, déjà domine tous les polynômes, même avec des puissances négatives. Mais là, on a mis les puissances positives pour dominer le log. Donc là, j'écrirai que tous les polynômes sont des petits taux de a puissance n lorsque a est strict supérieur à 1 et b n'importe quel réel. Tous les polynômes, toutes les puissances de n sont négligeables devant le a puissance n lorsque a est strict supérieur à 1, parce que c'est une exponentielle de base a strictement supérieure à 1. Donc c'est une géométrique de raison qui dépasse 1. Maintenant, si on inverse, on trouve que 1 sur a puissance n est un petit taux de n puissance moins b. Mais finalement, lorsque b parcourt R, le moins b aussi parcourt R. Donc finalement, tu peux dire même n puissance b pour b parcourt R. Même si c'est moins b, mais finalement, parce que ça parcourt R, ça peut, c'est-à-dire, on peut le garder. Donc finalement, pour x appartient à moins 1, on est dans ce cas, parce que x qui appartient à moins 1, il peut être présenté par 1 sur a avec a qui est strictement supérieur à 1, en valeur absolue. Hein. Donc voilà, donc le x puissance n est un petit taux, comme on l'a dit, de n puissance que tu veux. Ici, je pourrais dire que c'est petit taux de n puissance moins 1, parce qu'ici c'est xn sur 1 sur n plus 1. Et là, je vais trouver la limite 0. Donc, xn est un petit taux de n puissance b. Pour b égale à moins 1, c'est petit taux de n puissance moins 1. Mais ça, c'est petit taux de n plus 1, puissance moins 1. Parce que n'oubliez pas que n est équivalente à n plus 1. Donc, finalement, c'est la même chose. Tu mets n plus 1, tu trouves la même chose. Donc, ça implique quoi? Ça implique que limite xn fois n plus 1 est égale à 0. Lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est, on a révisé toutes les comparaisons. Donc en particulier, c'est cette comparaison qui nous intéresse et qui donne ça, à l'envers. Donc voilà, on doit bien sûr très bien maîtriser toutes ces comparaisons-là, ainsi que le développement limité. On va avoir après besoin de développement limité. Donc on doit toujours maîtriser ça. L'essentiel, on a trouvé ici limite nulle et ici limite nulle. Ça y est, les autres ne contiennent pas n, donc tout le monde ici a une limite nulle. Donc on a trouvé une limite nulle partout. Très bien, limite nulle partout. Donc ça y est, alors votre Sn, ça converge finalement vers 1 sur 1 moins x carré. Donc votre série convergente et sa somme c'est 1 sur 1 moins x carré. Très bien, Sn converge vers ça. Donc d'où la série converge et sa somme totale n'est autre que, je vais utiliser K pour utiliser le reste Rn, K allant de 1 à plus infini, K x moins 1, ce n'est autre que 1 sur 1 moins x au carré. Et là, vous allez dire, et le reste, et pour n dans n étoile, le reste, Rn, il va être égal à ce qu'on a écrit ici. Donc voilà, c'est égal exactement à ce qu'on a écrit là-bas, qui est x à la puissance n plus 1 plus n plus 1 xn fois 1 moins x sur 1 moins x au carré. Donc là, c'est le reste Rn. Donc vous allez alors, déduire lorsqu'il s'agit du calcul de cette série. Et là, on va dire que ça va être la même idée, mais avec la dérivée seconde de celui-là. On va la redériver et trouver les mêmes trucs, trouver finalement un truc qui tend vers 0 avec une valeur ici. Donc c'est ce qui est écrit. On pourrait appeler cette série, on pourrait l'appeler la série géométrique dérivée. Parce que finalement, elle contient la dérivée de la série géométrique. Ce n'est pas une série de référence, vous n'allez pas la retenir. Hein. C'est juste un exercice. Donc on a rencontré ça, l'idée, elle est basée sur une dérivation à partir de ça. Et c'est connu comme somme, donc par dérivation. Et puis, on a isolé ce qui semble être le reste. Donc, le reste a été isolé. Et puis, on a cherché la limite en trouvant que c'est égal à 0. Et voilà, on a trouvé la convergence. C'est une idée, l'idée de penser au reste avant même de lui donner le nom du reste. Parce que pour lui donner le nom, la série doit être déjà convergente.
Donc voilà, et là c'est le reste. Donc ici, vous pouvez voir que c'est la série géométrique, disons, dérivée seconde. Donc c'est la même idée, et vous allez trouver, comme c'est indiqué dans votre cours, vous allez trouver 2 sur 1 moins x au cube par la même méthode, c'est-à-dire par la même démarche, vous allez dériver une autre fois et vous allez trouver la même chose. C'est-à-dire vous allez dériver à partir de ça, à partir de cette série, et vous allez passer à l'autre série. Très bien. Pour l'application, la deuxième question, là où il y a l'application, si on vous demande de chercher, donc je vais voir l'exemple. Voilà, l'exemple, c'est sigma n de puissance moins n. Ça ressemble pas trop à sigma n xn moins 1. Il n'y a pas xn moins 1. Mais vous pouvez vous en sortir tout simplement en faisant sortir un demi en facteur. Donc là, vous avez 2 puissance moins 1, c'est-à-dire 1 demi. Et là, vous avez n puissance 1 demi puissance n moins 1. Très bien. Et là, vous avez votre série géométrique dérivée, mais avec x égale à 1 demi. Donc, vous devez être capable de manipuler ce genre d'exemple. Donc, c'est une série, 1 demi fois une autre série. Et là, c'est série géométrique dérivée en remplaçant x égale à 1 demi. Donc, tu reviens au résultat. C'est-à-dire, s'il y a un exercice qui contient ces détails-là, on doit être capable de voir, la même forme que la précédente, même si ce n'est pas exactement la même, c'est-à-dire c'est modulo une constante multiplicative. Et là, tu remplaces par x égale à 1 demi, comme c'est indiqué dans le corrigé. Et puis, donc voilà, pour notre exemple, lorsqu'il s'agit de n carré exponentielle moins n. Donc c'est comme ça l'exemple, c'est n carré exponentielle moins n. Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez faire la même chose, vous allez regarder ça. Donc vous allez voir, dire lorsque vous avez k carré exponentielle moins k, k allant, là c'est k qui commence par, vous pouvez commencer par 0, hein, mais c'est inutile, ça donne 0, donc je commence par 1. C'est pas la peine de commencer par 0. Donc k allant de 1 à n de k carré exponentielle moins k, c'est exactement égal, k allant de 1 à n, de quoi? De k carré exponentielle moins 1 puissance k. La notation ne contient pas des parenthèses. Bon, ça aurait été mieux si ça contient des parenthèses, mais vous comprenez. Sinon, vous mettez, c'est-à-dire si vous imprimez votre cours, vous mettez vous-même les parenthèses. Sinon, c'est clair, c'est exponentielle moins 1, le tout puissance k. Donc, là, la notation, elle ne me plaît pas beaucoup, mais bon, voilà. Donc, k au carré exponentielle moins 1 puissance k. Donc, très bien. Et là, on se rapproche. On essaie de se rapprocher petit à petit de la forme déjà étudiée. Donc là, vous allez essayer peu à peu de faire, par exemple, kk-1 exponentielle moins 1 puissance k. Et là, le kk-1, là c'est le k carré, là c'est moins k. Donc on va l'ajouter. K allant de 1 à n. Voilà. Mais ici, le 1 c'est inutile parce qu'en 1 ça va être 0. Donc tu peux commencer par 2. C'est pas la peine de commencer par 1 lorsque ça donne 0. C'est pas la peine, ça commence par 2. Tu peux dire dès le début, c'est pour n supérieur ou égal à 2. Finalement, tu cherches une limite. Donc, tu commences par le n que tu veux. Hein. Donc, et là, dans les sommes, tu peux commencer ici par 2. Ici, tu gardes 1. Parce qu'ici, il n'y a pas un truc qui empêche de garder le 1. Mais ici, on commence par 2 parce que finalement, pour k égale à 1, ça donne 0. Donc, c'est kk-1 exponentielle moins 1 puissance k. Très bien, on se rapproche de la forme déjà étudiée. C'est exponentielle moins 1 au carré que je vais faire sortir pour laisser kk-1 exponentielle moins 1 puissance k-2. Et là, ça nous ramène exactement à la série géométrique dérivée seconde qu'on a étudiée dans l'exemple précédent. Et là, la somme est connue. Plus, exactement ici, je fais sortir exponentielle moins 1, je vais faire sortir en facteur, et là, vous avez k allant de 1 à n de k exponentielle moins 1 puissance k-1. Et là, c'est géométrique dérivée. C'est la série géométrique dérivée qu'on a étudiée aussi dans l'exemple précédent. Modulo des constantes multiplicatives avec x égale exponentielle moins 1, qui appartient bien à moins 1, 1, ouvert, l'intervalle moins 1 ouvert. Ça, c'est votre x. Et là, ça y est, en cherchant la limite, vous allez juste remplacer par ce x-là dans les calculs. Et là, vous trouvez que ça converge immédiatement vers sigma, donc la somme totale, ça va converger vers donc n allant de 1 à plus l'infini, vers quoi? Vers les sommes déjà calculées, c'est exponentielle moins 1 au carré fois 2 sur 1 moins exponentielle moins 1 au cube, c'est ce qui est déjà calculé avant, plus le exponentielle moins 1 fois 1 sur
1 moins exponentielle moins 1 au carré, qui est déjà calculé pour la série géométrique dérivée. Donc voilà, c'est la somme totale finalement qui est écrite devant vous. Donc, comme l'explique la remarque, vous voyez que dans cet exercice, et même dans l'exemple qui le précède, on a utilisé la notion du reste sans le nommer, je l'ai bien dit, et cela par souci de bonne définition. Bien sûr, je ne peux pas définir le reste donc, sans qu'il soit déjà bien défini. Donc, je ne le définis pas, mais quand même, j'utilise la notion. Donc, la méthode, elle est basée sur ça. Et puis, si vous voulez, donc, pour souci de la bonne définition, comme on l'a dit, car on ne peut pas définir le reste avant de montrer que la série converge. Si vous voulez l'utiliser sans avoir des soucis de définition, généralement, vous pouvez poser, par exemple, pour un rang n fixé, vous pouvez poser une quantité AP. Vous mettez cette quantité finie AP, c'est-à-dire vous posez cette quantité AP, qui n'est autre que, pour n fixé, qui n'est autre que une somme allant de n plus 1 vers P, P bien sûr supérieur à n, des UK. Et là, en posant cette quantité, il n'y a aucune contrainte, à faire ça, parce que finalement, si vous posez ça, juste vous allez l'étudier avec l'indice P, la suite AP, indexée en P. Si ça converge, pour P qui tend vers plus infini, alors le reste d'ordre n sera défini. Parce que finalement, si ça converge, c'est-à-dire cette somme-là, elle a un sens lorsque ça converge. Pour P, c'est pas pour n, n est fixé. Cette somme-là va avoir un sens si ça converge. Donc si ça converge, ça va avoir un sens. Donc, et puis, le reste va être défini comme étant cette somme totale, cette limite, la limite des AP, c'est-à-dire la somme totale de ça. Très bien. Donc, et finalement, ça va être pour n'importe quel n. Pourquoi? Parce que si ça converge à partir de ce n-là, mais qu'est-ce qu'il sépare d'un autre n? C'est-à-dire, si vous prenez un n fixé égal à n égale à 10, et vous trouvez que cette suite, 11, ça va être 11, donc n plus 1, AP des UK convergent. Alors, très bien, cette somme converge. C'est-à-dire, il va y avoir ça, pour un certain n fixé, qui est ici, je l'ai pris 10 par exemple. Et vous allez avoir que ça converge. C'est égal à un truc, S. Mais très bien. Mais qu'est-ce qui sépare la somme n allant, k allant de n plus 1 à P de la somme k allant de 0 à P? Qu'est-ce qui les sépare? Ce qui les sépare, c'est juste les termes de 0 à n. Donc la somme, qu'est-ce qui sépare les deux? C'est juste les termes de 0 à n. Donc finalement, la somme de n plus 1 à P plus la somme de 0 à n donne exactement la somme de 0 à P. Donc ici, la somme de 11 à P plus la somme de 0 à 10 va donner la somme de 0 à P. Donc à la limite, ça va donner la somme de 0 à plus l'infini. Donc ça va aussi converger. Donc toute la série va converger. Si à partir de n égale à 10, cette somme-là converge, c'est-à-dire que toute la série converge. Et finalement, le reste est bien défini. Et là, vous obtenez tous les autres restes. Parce que finalement, entre deux termes, il y a une somme finie qui les sépare. Donc il y a juste le calcul de cette somme finie qui les sépare. Très bien. Donc c'est ce qui est écrit dans cette remarque. Donc le reste d'ordre n sera défini comme étant la limite de cette suite. Non seulement le reste d'ordre n, mais le reste de tout ordre sera défini. Cela est dû au fait que ce qui sépare la somme à partir de n et la somme à partir de m est un nombre fini de termes UK. Et cela donnera par conséquence la convergence de la série sigma UK. Comme je l'ai dit, parce que dans 11 à plus l'infini, qu'est-ce qui les sépare de 0? Donc si ici je somme les UK, c'est la même chose. Donc tu sommes à partir de n plus 1 ou bien tu sommes à partir de 0, il y a un nombre fini qui les sépare, pour n fixé j'ai dit. Et puis lorsque tu envoies p vers plus l'infini, tu trouves que ça c'est le reste, mais là tu peux obtenir même la convergence et la somme totale. Donc voilà. Donc très bien. Donc formellement, c'est-à-dire que tu peux poser cette quantité, et si cette quantité converge, ça y est, tu as gagné, la série converge et même le reste existe. Voilà. En se basant sur cette quantité pour un n fixé. Pour un n fixé, tu te bases sur cette quantité. Très bien. 6e paragraphe, c'est lien suite-série. On l'appelle comme ça, c'est lien suite-série.
c'est pas la suite à partir de laquelle provient la série. C'est une autre suite. C'est un cas particulier de série. On commence par un exemple type. Lorsque vous faites l'étude de cette série, je crois que vous avez rencontré cet exemple dans l'étude des suites. C'est la suite somme 1 à n, 1 sur k, k plus 1. Et le truc est de décomposer en éléments simples. Vous trouvez immédiatement que c'est 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Donc, c'est une somme télescopique immédiatement remarquée. Et ça donne 1 moins 1 sur n plus 1 qui donne 1 à la limite lorsque n tend vers plus infini. Très bien. Très bien. Alors, ça converge et la somme totale, c'est 1. Donc, tu peux écrire la somme totale n allant de 1 à plus infini de 1 sur nn plus 1, c'est égal exactement 1. Très bien. Le théorème, c'est un théorème des séries télescopiques. Vous avez vu que c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une somme télescopique. Donc, le théorème 161, appelé le théorème des séries télescopiques, il dit, si vous avez à n une suite numérique, an, c'est pas la suite un à partir de laquelle vient la série, hein, c'est une autre suite an. Si vous avez une suite an, une suite numérique, la série sigma an plus 1 moins an, c'est-à-dire la série qui contient la différence des termes successifs des an, converge, c'est une série télescopique celle-là, converge si et seulement si la suite des an converge. Donc si et seulement si la suite des an converge. Ça c'est une suite qui génère une série télescopique et leur convergence est équivalente. Leur divergence aussi. Elles ont même nature. Très bien, elles convergent si et seulement si l'autre converge. Dans le cas de convergence, on va voir, la somme totale allant de P à plus infini va être n'est autre que la limite des AN moins le premier terme AP. Dans la preuve, vous le voyez, on va juste développer cette série. Donc Sn égale sigma k allant de P à n des ak plus 1 moins ak. Et vous le voyez en effectuant notre calcul télescopique. Et ça donne, si ça converge, hein, si ça ne converge pas. Donc vous voyez déjà, si ça ne converge pas, si ça diverge, plus une constante, ça reste divergent. Quel que soit son type de divergence, même avec limite infinie, ça reste limite infinie, parce que ça c'est une constante. Si ça n'a pas de limite avec une constante, ça garde, le caractère n'a pas de limite. Ça garde la propriété de ne pas admettre une limite. Et si ça converge, ça va converger, pas vers la même limite, mais vers limite, parce que limite à n, c'est la même limite à n plus 1. Lorsque n tend vers plus infini, c'est limite à n plus, ou moins plutôt, cette constante. Plus cette constante, c'est-à-dire moins AP. Très bien. Et c'est la relation entre, c'est-à-dire une série télescopique avec la suite avec laquelle on fait ce qu'on appelle le télescopage. Donc ça c'est une série télescopique, ce qu'on appelle les séries télescopiques. Elles ont un nom, ce sont les séries télescopiques. Donc les séries télescopiques, elles se traitent comme ça et puis elles ont la même nature que donc la suite à n. Il y a un exemple, c'est pas un exemple de série télescopique, finalement on pourrait l'appeler exercice ici. Il y a un exemple qui dit que sigma n supérieur ou égal à 4, par exemple, donc la nature, si on fait la nature de n carré moins 5 sur n plus 1 carré fois n moins 3 carré. Bon, c'est un calcul. Vous allez, première chose, décomposer en éléments simples. Et puis, bon, là j'ai fait un calcul, j'ai décomposé, donc ça donne... En décomposant, ça donne moins 1 quart. Et puis, ça va être différence 1 sur n plus 1 moins 1 sur n moins 3 plus 1 sur n moins 1 carré moins 1 sur n moins 3 carré. Et là, pour dire quoi? Pour dire que si vous faites, par exemple, et vous obtenez des sommes, donc de la forme, allant de 4 à n de quoi? De 1 sur k plus 1 moins 1 sur k moins 3. Comment on va le faire ça? C'est un truc qui n'est pas vraiment très télescopique. C'est pas très télescopique, mais donc ça donne ici de k plus 1. Donc si je change d'indice, ça devient
de 5 vers n plus 1 et ça devient 1 sur k parce que c'est k plus 1. Et puis, si je change ici d'indice, ça devient k allant, c'était 4. Avec moins 3, ça devient 1. À l'envers, c'était n. Avec moins 3, ça devient n moins 3. 1 sur k. Et là, c'est comme si tu élimines le même truc. Un qui commence par 5 et qui finit par n plus 1. Et l'autre qui commence par 1 et qui finit par n moins 3. Donc, si c'est n plus 1, donc n, donc ici c'est n moins 3, n moins 1, n moins 2, donc là c'est n moins 3. Ça finit par n moins 3. n moins 3. Et ici, ça commence par 1, 2, 3, 4, et l'autre, ça commence par 5. Ici, c'est 5. C'est comme ça. Voilà. Donc là, je suis en train de stocker un stock de 1 à n-3, l'autre stock de 5 à n plus 1. Donc, avec un signe moins, c'est ce qui va se simplifier et c'est ce qui va ce qui va rester. Donc, ça va rester tout ça moins tout ça. Et c'est ce que vous voyez dans le calcul. C'est juste pour dire, lorsqu'il s'agit de fractions rationnelles, le premier geste ici est de décomposer en éléments simples pour obtenir ce genre de différence et pour faire ce genre d'élimination. Même si ce n'est pas télescopique. Là, ce n'est pas télescopique, hein, parce que ce n'est pas de la forme AK plus 1 moins AK. Donc là, les termes sont éloignés. Ce n'est pas de la forme AK plus 1 moins AK. Donc c'est de la forme, et vous voyez ici 1 sur K plus 1 moins 1 sur K moins 3. Et là, vous voyez comment donc, on élimine beaucoup de termes et on laisse aussi beaucoup de termes. Il ne reste pas le premier et le dernier, il reste plutôt les 4 premiers moins les 4 derniers, disons, ou les 4 derniers moins les 4 premiers. Voilà, l'essentiel est de comprendre comment on traite ça. Voilà, donc ça c'est pour les séries télescopiques. Finalement, les séries et formules de Taylor. On l'a vu avant, on a déjà calculé dans les chapitres précédents, à l'aide de la formule de Taylor, la somme totale de la série sigma xn sur factoriel n. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait, et même dans le D, vous avez fait aussi le cosinus, lorsqu'on a fait avec exponentielle, lorsque vous écrivez le Taylor Lagrange par exemple, donc série et formule de Taylor, même formule alpha S, parce qu'on peut utiliser la formule de Taylor qui nous semble convenable. De Taylor, formule de Taylor. Vous vous souvenez, premier exemple, vous vous souvenez lorsqu'on a fait l'exponentielle. L'exponentielle, on l'a fait comme ça, lorsque on a fait que exponentielle moins x puissance n sur factoriel, plutôt x puissance k sur factoriel k, et là je vais faire l'indexation de 0 à n. Et là, ça a été quoi? Ça a été donc dérivé de l'exponentielle à l'ordre n plus 1, mais c'est la même chose que exponentielle. Ça a été exponentielle de θ.x, disons, θ avec θ entre 0 et 1, sur factoriel n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Et là, on lui ajoute la valeur absolue. Voilà la valeur absolue, ça c'est factoriel. Donc là, c'était ça. En valeur absolue, c'était ça. Très bien, ça n'importe pas une valeur absolue. Donc, et ça, c'était inférieur. Exponentielle θx, donc tu pourras dire que c'est inférieur à exponentielle x, parce que θ est entre 0 et 1. Disons, c'est inférieur à exponentielle valeur absolue de x, même si x est négatif, pour ne pas avoir donc, une majoration qui est incorrecte, c'est inférieur à exponentielle valeur absolue de x. Et là, ça majore. Donc, mais là, ça n'a aucune relation parce que ça ne contient pas n. Hein. Ce qui est essentiel, c'est là où ça contient n. Et là, on rappelle comment on a trouvé que ça tend vers 0. Lorsque n tend vers plus l'infini, le x ne bouge pas pour x fixé. Lorsque n tend vers plus l'infini, comment on a trouvé que ça tend vers 0? On a dit que on a toujours a puissance n, je rappelle, on a toujours a puissance n qui est petit o du factoriel. Ça y est alors, valeur absolue de x puissance n plus 1 est toujours petit o de factoriel n plus 1. Quel que soit le x que je prends, hein, petit ou grand, quel que soit le x que je prends, on a toujours ça. Le factoriel qui domine les géométriques. Donc ça domine les exponentielles, disons, les géométriques, c'est-à-dire. Donc voilà, donc c'est un petit o, donc en divisant, ça donne 0. Très bien, et là, on obtient bien que cette série converge et sa somme totale
n allant de 0 à plus l'infini de x puissance n sur factoriel n. Et ça, c'est pour n'importe quel x fixé. Donc, c'est exponentielle x. Sa somme totale est égale à exponentielle x. Donc, si j'écris ça, par exemple, vous allez dire, ça converge pour x égale à 1. Et ça converge vers exponentielle 1. C'est-à-dire n'importe quelle valeur que je mets au lieu de x, vous allez le voir comme exponentielle de cette valeur. N'importe quelle valeur réelle. Donc ici, c'est la somme de 0 à plus l'infini de 1 sur factoriel n, ce n'est autre que exponentielle 1 plutôt. Pour moins 1, si je mets moins 1 puissance n, ça va être exponentielle moins 1. C'est-à-dire, vous le voyez sur n'importe quelle série pour n'importe quelle valeur de x. Donc voilà. Et ça, c'est la série exponentielle. C'est une série de référence. On doit bien la retenir. Donc ça, c'est une série de référence. Donc une série de référence qui est la série exponentielle, qui converge, quel que soit x réel, qui converge vers exponentielle x. Elle est appelée la série de référence, la série exponentielle. C'est une série de référence. Donc voilà, cette série est une série de référence, est appelée série exponentielle. De la même façon, on a vu comment déterminer avec Taylor, toujours avec la méthode de Taylor, de la formule de Taylor, on a bien démontré que il y avait le moins 1 puissance n, x à la puissance 2n sur factoriel 2n. Et là, on l'a fait, je crois, dans votre TD du chapitre dérivabilité. Et là, ça convergeait vers cosinus. De la même façon, on pourrait faire avec moins 1 puissance n, x2n sur x2n plus 1 sur factoriel 2n plus 1. Et ça va être sinus. Ça va converger vers sinus. Donc, vous pouvez le faire avec le Taylor-Lagrange. Donc, la formule comme vous l'avez fait dans le chapitre dérivabilité. Aussi, si vous regardez, par exemple, cette somme. Donc, la somme x de n sur factoriel 2n. Et là, vous allez la regarder. Ça, c'est pas cosinus, mais c'est ch. Vous la regardez, vous trouvez ch. C'est-à-dire le cosinus hyperbolique. Et là, en développant la formule de Taylor, vous trouvez ça. Vous trouvez que donc chx moins la somme partielle de cette série d'ordre n. En développant la formule de Taylor, tu trouves que c'est la partie régulière. Hein. La partie régulière, on la discute plus. Déjà, vous l'avez appris dans le chapitre développement limité. Donc, les parties régulières, là, c'est appris, c'est supposé connu, vous les utilisez toujours. Hein. Donc, voilà, c'est égal, lorsqu'on calcule la formule de Taylor-Lagrange, vous trouvez que, finalement, c'est dérivé de CH d'ordre n plus 1 appliqué à un certain C ou à un certain θx. C'est la même chose, C ou θx, sur factoriel n plus 1 fois x, comme ça, à la puissance n plus 1. Là, ça ne porte pas une valeur absolue parce que c'est positif. Hein. Donc là, ça porte une valeur absolue, etc. Et là, vous voulez trouver la limite nulle. Donc, la dérivée d'ordre n plus 1, c'est ou bien ch ou bien sh. Je devrais bien la dominer. Là, je sais que cela, ça tend vers 0. Là, je le sais. Mais ici, je dois dominer par un truc qui ne dérange pas cette limite, qui va être 0. Hein. Donc, je sais que ch ordre n plus 1, ça va être égal ou bien sh, ou bien CH. Bon, ici, j'ai dit que CH ne porte pas une valeur absolue, je m'excuse. C'est CH d'ordre n plus 1, donc je ne sais pas. Ça doit porter sa valeur absolue, parce que ça peut être SH. Et SH, ça prend des valeurs négatives. SH, ça prend des valeurs négatives. Donc ici, en valeur absolue, et on va voir, donc en valeur absolue, le SH, il est comme ça, il est croissant. Il est croissant, le SH. Le CH, il est comme ça. Donc voilà, c'est pas un très joli SH. Le CH, il est comme ça. Et puis, le SH θx, en valeur absolue, ça va être ça. En valeur absolue, ça va être ça. Donc, si vous prenez C entre 0 et x, ici, donc le SHx, le SHc, celui-là c'est C, le SHc c'est inférieur à SHx, dans ce côté-là, et le SH est positif. Si vous prenez C entre 0 et x et le x est négatif, vous trouvez qu'en valeur absolue, le SHc est toujours inférieur à SHx, parce qu'on a ça. Donc en valeur absolue, le SHc est toujours inférieur à SHx. De même pour CH, si vous prenez C ici, le CHc est toujours inférieur à CHx, et même ici, le CHc est toujours inférieur à CHx. Donc ici, c'est toujours inférieur à CHx.
Donc, vous voyez que, comme c'est indiqué donc, dans la correction, toujours vous aurez que c'est inférieur à ou bien CH ou bien SH de X. Donc, vous aurez toujours une valeur absolue de CH ou SH de X. L'essentiel, un truc qui ne contient pas N et qui ne va pas déranger notre limite vers 0. Donc, ça tend vers 0 et ça ne dérange pas, ça dérange pas cette limite. C'est un truc fini à chaque fois qui diffère aussi, mais on peut prendre le maximum. On peut prendre ici maximum entre CHX et valeur absolue de SHX. Et là, on a la paix. C'est un truc constant. Et là, ça tend vers 0. Donc, tout tend vers 0. Et finalement, vous avez que cette série converge et que sa somme totale, c'est égal à CH. La même méthode est utilisée pour chercher la somme lorsqu'il s'agit de x de n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Donc, c'est la même méthode qu'on utilise. Sinon, une autre méthode est détaillée ici, puisqu'on peut manipuler avec la somme exponentielle parce que sa convergence est prouvée. Une fois sa convergence est prouvée, tu peux écrire comme ça. Donc, et au lieu de x, tu peux aussi prendre moins x. Et là, je m'approche à former le CH. Pour former le CH, juste je multiplie par un demi. Un demi fois tout ça. Et là, lorsque je calcule, à la fin, c'est pas à la fin, c'est-à-dire les étapes de calcul, je trouve que c'est 1 plus moins 1 puissance n fois x à la puissance n sur factoriel n allant de 0 à plus l'infini. Et ça, c'est juste, je sais, ça c'est exponentielle x et ça c'est exponentielle moins x. Donc ça c'est prouvé. On l'a prouvé grâce à la convergence de la série exponentielle. C'est une série de référence, quel que soit x réel, donc je pourrais le prendre pour x et pour moins x aussi. Donc, mais là c'est égal à 0 ou 2. Donc 0 ou 2. Disons, on appelle ça, c'est 0 ou 2 selon la parité. C'est-à-dire c'est un 2 fois une certaine valeur booléenne qui prend 0 ou 1 selon la parité. Donc finalement, c'est 0 ou 2 ici. 0 ou 2 selon la parité. Donc pour les pairs, c'est 2, pour les impairs, c'est 0. Donc on élimine les impairs et ça devient comme ça. Et le 2, il va partir avec ce 2-là et on obtient ça pour les pairs seulement. Donc n ici, je pourrais garder le n, mais ça devient x à la puissance de n sur factoriel de n. C'est-à-dire, je n'ai gardé que les pairs, à plus l'infini. Ah, ça y est, ça c'est CH. Donc dès le début, je commence par CH, comme vous le voyez. Donc comme vous le voyez lorsqu'on a calculé, un autre calcul, donc le CH qui commence par exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, et là on remplace le exponentielle x et le exponentielle moins x par leur somme, par leur écriture en somme, parce que ça s'écrit comme somme totale de série, et puis par le calcul, on obtient que c'est la somme totale d'une série qu'auparavant on cherchait la nature. Très bien, alors cette série est convergente et sa somme totale n'est autre que CH. On a le droit d'écrire ça. De la même façon, on étudie la série sigma ix. On étudie alors la série lorsqu'il s'agit de donc sigma ix puissance n sur factoriel n. Et là, vous allez dire, c'est exponentielle ix. Je vous dis alors, il reste à le prouver.